est Chantal Coulombe, je suis présidente et chef de direction du Collège d'administrateurs de société. Il me fait plaisir de vous accueillir pour cet entretien, le 4e de notre projet La gouvernance en 15 épisodes portant sur tout ce qui entoure l'audit interne. Donc aujourd'hui, nous aurons la chance d'entendre et d'écouter Mélanie Roussy et Guy Lavallée. Alors permettez-moi de vous les présenter et de rapidement leur céder le plancher. Mélanie est ASC, d'ailleurs nouvellement ASC, elle vient de terminer et de réussir son examen. Bravo Mélanie. Elle enseigne au Collège d'administrateurs de société depuis plusieurs années dans notre certification universitaire, notamment en audit interne. Elle est professeure titulaire à l'école de comptabilité de FSAU Laval où elle y œuvre depuis 15 ans. Comptable professionnelle agréée, membre de l'Institut des auditeurs internes. Elle a été membre de différents conseils d'administration, dont celui des comptables agréés de Québec et celui de l'Institut des auditeurs internes de Québec pendant plusieurs années. Mélanie, elle se spécialise en audit interne et en gouvernance et plus particulièrement dans le secteur public québécois. Elle fait énormément de travaux de recherche, a publié beaucoup à l'international sur différents sujets, mais surtout principalement afin de comprendre en profondeur la pratique de l'audit interne dans les divers contextes particuliers afin de contribuer au développement et à l'amélioration continue de cette fonction organisationnelle extrêmement importante. J'espère que vous avez d'ailleurs pris plaisir à lire son texte extrêmement intéressant. Et pour nous aider aujourd'hui à atterrir tous ces concepts de façon pratique, on a la chance d'avoir Guy Lavallée, qui est aussi ASC, donc réussi l'examen aussi. Guy est détenteur du titre de Fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Guy a œuvré au sein du secteur privé et public au cours de sa carrière. Il a été auditeur interne pour différentes grandes organisations. Il a d'ailleurs été impliqué à la section de l'Institut des auditeurs internes, section Québec, dans laquelle il a occupé plusieurs fonctions allant jusqu'à la présidence. Il est actuellement secrétaire général de Retraite Québec. Il est donc en charge des relations entre la direction et le conseil d'administration, ainsi que de toutes les questions qui entourent la gouvernance. Guy fait partie de plusieurs conseils d'administration et il est membre d'ailleurs du conseil d'administration de notre belle et grande institution universitaire, ici à l'Université Laval, et il agit comme président du comité de gouvernance et il est membre du comité d'audit. Il est aussi membre du comité d'audit du ministère de la Santé et des Services sociaux. Alors, une très grande expertise dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui. À vous deux la parole. Donc, merci Chantal pour cette présentation. Guy, j'aimerais qu'on commence simplement par une question d'amorce. Dans quelle mesure tu considères que l'audit interne peut aider les gestionnaires puis les administrateurs, surtout membres de comité d'audit, lorsqu'une organisation traverse des périodes de turbulence? De façon générale, je considère que l'audit interne peut appuyer en n'importe quel temps, en période de turbulence ou pas, au niveau de la gouvernance et de la prise de décision. On se rappelle que le rôle de l'auditeur interne, c'est de rassurer par son calme, sa rigueur, ses compétences. L'audit interne, c'est l'assurance qualité sur l'assurance qualité, donc la troisième ligne de défense, que les risques et contrôles sont bien pris en compte par l'organisation. Donc, l'audit interne est nécessaire, comme je le disais, peu importe la période. La réponse à la question va dépendre beaucoup du positionnement de la fonction d'audit interne par rapport à la direction et au CA. Donc, si l'audit interne est bien vu, on va avoir tendance à la considérer et à l'utiliser davantage, tant par le CA que par la direction. À ce niveau-là, j'avais pris connaissance d'une statistique intéressante d'un sondage qui a été mené au printemps dernier par l'IAE, où est-ce qu'il demandait à des responsables d'audit interne au Canada et aux États-Unis si l'organisation les avait impliqués en temps opportun dans les discussions, les risques sur les mesures à prendre. Et à ce niveau-là, 43% étaient en accord, puis il y en avait 57% qui considéraient qu'ils n'avaient pas été impliqués. Donc, on a un questionnement par rapport à ça à avoir. Ce positionnement-là est névralgique pour utiliser l'audit interne. Pour mieux comprendre tout le défi du positionnement de l'audit interne, puis ce qui est en arrière de ça, moi j'utilise souvent une analogie, c'est l'auditeur interne est souvent, on peut le considérer comme assis en équilibre sur une clôture, puis la clôture a des piquants. Donc, c'est jamais très confortable. Tu dois garder ton équilibre,
Mais le fait d'être assis sur cette clôture-là te permet d'avoir un regard à la fois sur la direction et de pouvoir parler de l'autre côté de la clôture aux membres de la gouvernance là, au niveau du conseil d'administration. Donc, si on penche un peu trop d'un bord puis un peu trop longtemps, on risque de perdre l'équilibre tant d'un bord que de l'autre. Cet équilibre-là va exiger un excellent savoir-être, une grande capacité d'adaptation, une grande rigueur également, puis de ne pas perdre les objectifs de l'organisation, pas perdre de vue les objectifs de l'organisation puis de la fonction comme telle d'audit interne. Ça prend de la patience également. Le positionnement, ça se construit sur le long terme. Puis, des situations de crise comme on a vécu au niveau de la pandémie peuvent être des bonnes occasions si on réussit à bien tirer notre épingle du jeu, puis si on réussit à justement jouer sur ce positionnement-là, peuvent être des très belles occasions de mieux se positionner dans l'organisation. De façon plus générale, je dirais que la profession a une belle opportunité justement de profiter de cette situation-là de pandémie qui amène bien des questionnements puis bien des remises en question. On voit depuis les dernières années qu'il y a eu une évolution assez importante des centres d'intérêt des organisations. Par exemple, tout ce qui concerne la sécurité de l'information, la continuité des affaires. Ces deux sujets-là n'ont jamais été des sujets très sexy. Dans mon passé d'auditeur interne, j'avais souvent à travailler très fort pour convaincre les organisations de mettre les efforts et tenir la flamme allumée auprès des décideurs par rapport à ces questions-là, parce qu'il y a toujours quelque chose d'un peu plus urgent à faire. Le contexte des dernières années nous a amené à un peu changer notre angle de vue par rapport à ça. Donc, en tant qu'ex-auditeur interne, puis en tant que membre de la direction, moi, je ne peux qu'applaudir par rapport à ça. L'audit interne doit donc saisir l'occasion de bien jouer son rôle. Tout ce qui concerne, puis c'est en lien toujours avec les risques et les contrôles, donc les risques et les contrôles associés à cette migration-là, ce mouvement-là qui amène des considérations puis des préoccupations particulières. Là. Donc, on pense à télétravail, l'info nuagique, l'évolution constante des technologies de l'information en lien avec tous les développements des technologies, l'intelligence artificielle, et surtout en considérant la place grandissante de l'information comme ressource névralgique là, pour l'organisation. Donc, en étant en amélioration continue face à ces aspects-là, je pense que l'audit interne va pouvoir continuer de bien accompagner et peu importe la situation. Dans un même ordre d'idée, est-ce que tu aurais des exemples concrets d'actions qui ont été posées par des unités d'audit interne, justement pour aider l'organisation et les administrateurs à évoluer en même temps que l'organisation là-dessus? Il y a de multiples actions, de multiples exemples qu'on peut avoir en tête. En gardant en tête les préoccupations du CA puis de la direction, puis en considérant qu'une période de turbulence, là, ça brasse, qu'on doit prendre des décisions rapidement, puis souvent en ayant une information partielle ou voire même lacunaire pour prendre ces décisions-là, ben l'audit interne peut quand même jouer un rôle en s'adaptant à la situation. Donc, par exemple, on peut penser à des conseils auprès de la cellule de crise, auprès de la direction durant le moment fort de la crise, pour particulièrement identifier, évaluer les risques particuliers, par exemple au niveau des changements au processus, des changements au processus décisionnel, donc conseiller la direction par rapport à ça. Faut juste ça, il y a une limite à ne pas franchir, donc on y va en mode conseil, mais par rapport à une cellule de crise, là, ça serait pas jusqu'à dire de s'intégrer à la cellule de crise et en faire partie, considérant que souvent les décisions sont lourdes de sens, peuvent avoir un impact important pour l'organisation à court, moyen, long terme. Donc là, à ce moment-là, ça vient comme briser un peu
la capacité de l'audit interne à demeurer indépendant. Mais en termes de conseils par rapport aux préoccupations rapides à prendre en charge par la direction, l'audit interne peut certainement jouer un grand rôle en matière de conseil. D'autres exemples qui sont davantage, pas nécessairement dans une période autant de crise, mais qui sont, on peut penser durant la dernière année en matière de pandémie. Donc, un audit, par exemple, sur les impacts de la fermeture d'une unité stratégique. La remise en question du maintien des activités d'une unité stratégique peut amener beaucoup de remises en question. L'audit interne pourra avoir à aller faire un mandat d'audit particulier par rapport à certains éléments de cette fermeture-là. Ou encore un mandat conseil sur les contrôles identifiés pour réduire les risques associés au télétravail. Il y a plusieurs risques à plusieurs niveaux auxquels on peut penser lorsqu'on pense au télétravail. Et donc, l'audit interne peut aider certainement à ce niveau-là. Autre exemple, tout ce qui concerne les approvisionnements, et particulièrement dans le contexte de certaines organisations qui peuvent avoir vécu des problèmes de continuité de l'approvisionnement, puis de problématiques avec les fournisseurs qui pouvaient pas fournir les biens et services qu'ils devaient en période de pandémie ou en période de restriction comme tel. Donc, les ajustements à tout le processus en lien avec ça. Il peut y avoir, encore une fois, le rôle un mandat d'audit interne. Enfin, je dirais qu'il y a, dans tous les exemples qu'on pourrait donner, il y a un rappel important à faire, c'est-à-dire on doit s'assurer que, en tant qu'auditeur interne, responsable du mandat ou responsable de la demande, on doit s'assurer qu'on ajuste la portée en conséquence pour pouvoir livrer à temps, ou qu'on ajoute des ressources ou qu'on refuse le mandat à la limite. Mais il y a toujours, que je parlais tantôt en début de question de l'importance de considérer l'aspect rapide de la décision, puis qu'on doit avoir une certaine agilité. Donc, en matière d'audit interne, il faut s'assurer qu'on est capable, là, ça fait partie des normes, mais on doit être particulièrement vigilant en période de crise ou de gestion de turbulence face à ça. Ce qui m'amène à ma prochaine question. Quels seraient, selon toi, les faux pas à éviter en période de turbulence pour une unité d'audit interne? La notion de faux pas est intéressante dans une période de turbulence, là. Faire un pas, c'est marcher. Marcher, c'est par définition, c'est se mettre en déséquilibre. Donc, à chaque pas qu'on fait, techniquement, on peut considérer qu'il y a des risques associés à ça. Donc, si on prend cette analogie-là, on la transpose dans une organisation, chaque pas fait par l'organisation est susceptible de présenter des risques et donc de soulever des problématiques. Donc, en période de turbulence intense comme on a vécu, on doit s'adapter rapidement. Je voyais rapidement 4 faux pas à éviter, là, autant pour le comité d'audit que pour l'audit interne, donc pas nécessairement associé à l'un ou à l'autre. Les deux côtés, les deux intervenants peuvent avoir à être sensibles par rapport à ces points-là. Donc, le premier, perte de vue l'équilibre à maintenir entre les deux extrêmes, je dirais, suivants. L'indépendance, qui est parfois considérée par certains là, comme une espèce de credo immuable, et le besoin urgent et important pour l'organisation. Donc, dans un contexte de turbulence, oui, il y a la notion d'indépendance qui est associée à l'audit interne, c'est important. Mais en période de turbulence, cette indépendance-là, à mon avis, doit être mise dans la balance avec la nécessité la nécessité de la situation, puis l'urgence et au final l'impact que ça peut avoir. Donc, j'ai pas de problème moi personnellement, puis quand je regarde un mandat d'audit interne, autant en tant que membre d'un comité d'audit que quand j'étais en audit interne. Ou comme membre de la direction, j'ai pas de problème à remettre en question à ce que l'indépendance de la fonction, que l'audit interne mette en œuvre des mesures qui font en sorte que ça va remettre en question son indépendance, dans la mesure où est-ce que c'est
connu de tout le monde, c'est clair, c'est transparent, c'est accepté par le comité d'audit, puis qu'on a des moyens pour évaluer la qualité de l'intervention de façon indépendante. Donc, quand c'est fait, si c'est pour les besoins de l'organisation, j'aime mieux que l'organisation en tire son compte plutôt que de juste mettre l'importance sur l'indépendance de la fonction. Deuxième faux pas à éviter, c'est de penser que l'audit interne a la réponse à toutes les questions ou peut tout faire. Particulièrement dans une petite organisation qui peut avoir peut-être accès à moins de ressources spécialisées. L'audit interne pourrait, à tort ou à raison, tant mieux si elle est sollicitée, mais à un moment donné, les auditeurs internes ne peuvent certainement pas tout faire, donc il faut, comme je disais tantôt, réfléchir comme il faut sur la capacité de l'équipe d'audit interne à livrer, autant en termes de quantité de ressources à mettre que de compétences par rapport aux besoins. Troisième faux pas, ne pas accepter ni suivre l'évolution nécessaire du focus de la fonction d'audit interne. Je m'explique. Donc, pendant la période plus intense de crise, on va davantage penser qu'on va davantage se permettre le mode conseil parce que c'est a priori, c'est plus utile. Ça accroît la qualité de l'information pour la prise de décision. Donc, en tant que, par exemple, membre de comité d'audit, j'ai moins de problèmes à ce qu'on mette davantage d'emphase au niveau des mandats conseils dans une période plus intense de crise. Au fur et à mesure que l'accalmie se pointe le bout du nez, à ce moment-là, c'est une reprise à la normale des activités avec davantage d'activités d'assurance que je m'attendrais. Donc, ça, autant le comité d'audit que l'audit interne doivent, à mon avis, demeurer vigilants par rapport à ça. Enfin, dernier faux pas à éviter en période de turbulence. Ça, c'est particulièrement pour l'audit interne, mais c'est bon également pour le comité d'audit. Ne pas bien écouter ce que les gens ou la situation ont à dire. Donc, de vouloir aller trop vite. En période de turbulence, effectivement, on peut avoir un niveau de stress et éviter ou ne pas prendre le temps suffisant pour bien écouter. Et l'auditeur interne, ça le dit, là, c'est un auditeur, c'est supposé écouter. Donc, on doit bien s'assurer que malgré l'urgence de la situation, qu'on réponde bien à la situation, qu'on réponde bien aux besoins. Le comité d'audit doit également veiller à ce que ça soit pris en considération, puis être préoccupé par rapport à cette notion-là. Donc, justement, Guy, si on met en perspective tant l'utilité de la fonction audit interne en période de turbulence avec les exemples que tu nous as donnés et les faux pas dont tu viens de nous parler, tant pour le comité d'audit que pour l'audit interne, d'après toi, est-ce que tu penses que le comité d'audit devrait s'assurer que la fonction bénéficie d'un plan de contingence? Et si oui, quelles seraient les lignes directrices qui devraient y être pour baliser cet éventuel plan de contingence-là? La réponse rapide à ça, ça serait oui. Oui, ça prend. Je pense que le comité d'audit doit se préoccuper que l'audit interne se dote d'un plan de contingence. Toutefois, les boîtes d'audit interne sont généralement des boîtes relativement petites, donc il y a peu d'effectifs. Donc, c'est un défi additionnel, à mon avis, pour la continuité. Et ça restreint l'expertise disponible. Puis il y a pas, à ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle. Il ne faut pas avoir quelque chose avec des attentes extraordinairement élevées. Il faut y aller en fonction de la situation. En termes de ligne directrice, je dirais rapidement, ce plan-là doit être aligné également, puis pensé en fonction du plan de contingence de l'organisation ou de l'entreprise. C'est certainement, il faut certainement être au moins au courant du plan comme tel d'organisation pour être cohérent avec. Je pense qu'il doit être également discuté avec le comité d'audit, la fonction d'audit interne et la direction. Donc, les trois intervenants, les trois types d'intervenants doivent s'y impliquer pour justement, comme je disais tantôt, il n'y a pas de recette miracle, donc il faut vraiment essayer d'aller chercher le juste équilibre. Il doit être léger, les ressources étant limitées, donc ne pas
y consacrer trop de temps et considérer de façon proactive et en continu. Donc, c'est pas quelque chose qu'on devrait faire, puis après ça, penser qu'il est bon pour les 2-3 prochaines années, puis ne pas vraiment le revisiter. Je dirais que s'assurer qu'on est capable de poursuivre les activités, c'est une préoccupation qui est continue puis qui devrait être regardée de façon dynamique dans le cadre de la fonction d'audit interne, notamment au niveau parce qu'on peut penser des exemples de situations qui peuvent requérir d'utiliser ce plan de contingence-là. Par exemple, on vient de vivre une situation qui aurait pu apparaître farfelue il y a à peine 2 ans, puis qui maintenant nous apparaît peut-être un petit peu plus raisonnable. Donc, par exemple, une maladie contagieuse qui pourrait affecter 2-3 membres d'une équipe de 4-5 personnes. Si ces 2 personnes-là sont sur le carreau pendant une couple de mois, ben à ce moment-là, ça vient comme affecter grandement la capacité de l'audit interne à jouer son rôle. Un autre exemple, une unité qui devient hors service pour toutes sortes de raisons. De quelle manière l'audit interne peut continuer à jouer son rôle, par exemple, dans un contexte où est-ce que les données puis les fichiers, la documentation seraient disponibles à distance ou pas, puis que les gens seraient disponibles, seraient accessibles ou pas. Donc, ce sont toutes des questions qui peuvent survenir en tout temps dans une fonction d'audit interne. Et c'est pour ça que je disais, faut que ça demeure dynamique. Le comité d'audit devrait, à mon avis, par rapport à ça, se poser quelques questions spécifiques. Là, c'est juste une liste de quelques questions, mais il y en a bien d'autres qu'on pourrait jouer. Et particulièrement dans un contexte post-pandémie comme on le vit actuellement. Donc, avons-nous joué un rôle positif dans la prise en compte du risque de continuité de la fonction d'audit interne? Donc, dans quelle mesure le comité s'est penché sur la question et a eu un apport positif à simplement soulever la question déjà en partant? De quelle façon le comité d'audit a considéré la question de la suffisance des ressources en termes de quantité puis en termes de qualité, compétences, expertise, savoir-être. Donc, le comité d'audit, à mon avis, a un rôle à jouer là-dedans. Une autre question que le comité peut se poser, est-ce que la fonction d'audit interne a démontré l'agilité et la capacité d'adaptation nécessaire face à une situation de crise? Comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est une notion qui peut arriver, qui peut être requise en tout temps. Donc, est-ce que cette agilité-là, cette capacité d'adaptation est présente dans notre fonction d'audit interne? La qualité de la communication entre l'audit interne, la direction et le comité. Dans quelle mesure cette qualité de cette communication-là permet de voir et faire prendre les bonnes décisions, d'avoir les connaissances des bons enjeux, des échéanciers et tout ça. Et enfin, quels sont les bons coups que le comité d'audit a pu faire et qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Donc, ce sont toutes des questions, puis encore là, il y en a une liste infinie de questions, mais c'est de bien voir dans quelle mesure le comité a bien joué son rôle par rapport à juste soulever ces questions-là. D'accord. J'aurais peut-être une dernière question, si tu le permets. Quelles seraient les attentes des membres du comité d'audit à l'égard de l'audit interne pour tirer de leçon de l'expérience qu'on vient de vivre puis qu'on est encore en train de vivre à propos des turbulences liées, par exemple, à la pandémie ou une autre crise? À mon avis, on pourrait faire une discussion de 2 heures là-dessus, puis on aura encore de la matière à parler, là. Je partirais simplement en disant, en faisant référence à la théorie de l'évolution, là, c'est pas nécessairement les plus forts qui survivent, mais plutôt ceux qui savent s'adapter. Donc, on vient d'en parler un petit peu au niveau de la question sur les plans de contingence. Avec la crise qu'on a vécue, il y a plusieurs affaires, puis quand on le regarde à posteriori, on peut voir qu'il y avait une prévisibilité par rapport à cette crise-là. Il y avait des choses qu'on voyait et qu'on était en mesure de voir venir. Puis, il y avait des choses qu'on pouvait mettre en œuvre pour prévenir ça. Mais est-ce que, dans quelle mesure l'ensemble la proportion des entreprises, quelle proportion des entreprises étaient vraiment prêtes face à un problème de cette ampleur-là? Ça, la réponse est pas évidente à donner.
c'est un état d'esprit à développer en tant que membre d'un comité d'audit ou d'un CA. On doit se poser les bonnes questions, comme j'en parlais tantôt avec le plan de contingence, puis on doit avoir le courage de les poser, puis la bonne façon de les poser. Puis l'audit interne doit bien soutenir le comité d'audit par rapport à ces questions-là. J'aurais comme 2 grandes séries d'attentes que le comité d'audit peut avoir par rapport à la situation, puis dans laquelle l'audit interne devrait l'aider. Donc, des questions sur le passé, pour bien comprendre le passé, puis par exemple, dans le cas présent, la dernière année, et des questions plus davantage orientées sur l'avenir. Donc, la première des choses, avons-nous fait un post-mortem? Est-ce qu'on a été chercher des résultats par rapport à ça? Dans quelle mesure l'audit interne nous a alimenté par rapport, en tant que membre de comité d'audit, par rapport à cette notion-là. Comment l'audit interne nous a alimenté par rapport aux apprentissages à tirer de la crise, à bien comprendre, est-ce qu'on était aussi près qu'on aurait dû? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Autre question, les communications. Donc, les canaux, la fréquence, la qualité de la communication avec nos parties prenantes. Est-ce que, en tant qu'organisation, on s'est assuré que cette communication-là était présente, était de bonne qualité, et l'audit interne doit pouvoir nous appuyer là-dedans pour soulever des situations ou faire des interventions en lien avec ça qui pourraient nous appuyer là-dedans. Dans quelle mesure la fonction elle-même d'audit interne s'est-elle adaptée? Donc, de quelle façon elle a pu, on en a parlé un petit peu brièvement tout à l'heure, comment est-ce qu'on a adapté les mandats et comment est-ce qu'on s'est adapté à l'urgence de la situation? De quelle façon on peut considérer que l'audit interne a apporté de la valeur, a ajouté de la valeur par rapport à la situation durant la crise? Donc, ça aussi, on doit se questionner et voir est-ce que ça a répondu aux besoins. Une grande question absolument névralgique à mon avis, mais qui doit être posée par le comité d'audit. Donc, dans quelle mesure le responsable d'audit interne a démontré le leadership puis une certaine capacité à bien gérer les ressources et la situation. Donc, le savoir-être de ce responsable d'audit interne-là. Puis, on peut se poser la question également pour l'équipe, même si on n'a pas nécessairement des liens directs avec l'équipe, mais dans quelle mesure notre équipe d'audit interne au grand complet a démontré la capacité à s'adapter à la situation puis à avoir le savoir-être qu'il faut. Enfin, encore une fois, par rapport à toujours des questions par rapport au passé, c'est quoi notre évaluation de la qualité de la reddition de compte au comité d'audit? La fréquence, la rapidité, la qualité. Est-ce que le comité d'audit s'est senti bien soutenu par l'audit interne pour faire face à la situation puis se sentir rassuré sur la qualité de la prise en charge par l'audit interne puis par la direction des différentes problématiques associées à la situation de crise. Donc, ça, c'est quelques-unes des questions, je pourrais dire, pouvaient se poser par rapport au passé. Des questions sur l'avenir également. Puis, encore une fois, avec la contribution de l'audit interne. Donc, le comité d'audit pourra être préoccupé par rapport au niveau de confiance de l'audit interne face à la réponse qu'on a donnée aux questions sur le passé. Dans une prochaine situation, qu'est-ce qu'on peut imaginer qui peut arriver, qui peut être problématique, d'autres périodes de turbulence qu'on pourra vivre, bien assurément. Est-ce que notre fonction d'audit interne est en mesure de bien l'affronter? De quelle façon l'audit interne reste à jour en matière de formation, en matière de développement des compétences, en matière de maintien d'un réseau de qualité? Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est majeur, là. Les fonctions les boîtes d'audit interne, je le disais tout à l'heure, c'est des petites boîtes. Donc, le développement d'un réseau est majeur et pour moi, quelque chose qui, en tant que membre d'un comité d'audit, pour moi, fait partie nécessairement. C'est absolument nécessaire que les auditeurs internes
se préoccupe de maintenir un réseau de qualité considérant tout ce qu'on peut aller chercher de partage de connaissances, de partage d'outils, d'informations qu'on peut avoir, puis ne serait-ce que pour de l'étalonnage de façon régulière. Et enfin, dans quelle mesure l'environnement de la fonction, puis la situation qu'on a vécue, tout ça a fait en sorte de changer l'environnement de la fonction d'audit interne et dans quelle mesure ça a un impact sur les ressources qu'on devrait y affecter. Par exemple, est-ce que je parlais tout à l'heure de l'importance accrue de la cybersécurité, de la sécurité de l'information et des questions de continuité de l'exploitation? Est-ce qu'on doit modifier les ressources puis s'assurer d'aller chercher des ressources qui maîtrisent davantage ces notions-là, par exemple? Enfin, comment est-ce que l'audit interne peut nous aider avec le processus de gestion intégrée des risques de l'organisation? Par exemple, à garder, comment est-ce que l'audit interne peut nous aider à garder un œil sur les angles morts, donc les risques qui pourraient arriver, qui sont justement plus difficiles à identifier et à voir venir. Donc, l'audit interne, est-ce que l'audit interne nous appuie par rapport à ça en tant que comité d'audit, nous aider à sortir un petit peu de nos œillères et de regarder par des processus de veille, par une mise à jour, par des remises en question, ce qui pourrait arriver en matière de gestion des risques, puis nous garder alerte par rapport à ça. Enfin, d'autres leçons à tirer pour le futur qui nécessitent, à mon avis, que l'audit interne se penche sur ces notions-là, puis fournisse de l'assurance au comité d'audit. Je n'ai parlé brièvement, mais tout ce qui concerne le programme, le plan de continuité, la dépendance accrue face aux technologies de l'information. Donc, ce sont toutes des choses où est-ce que l'audit interne doit nous aider en tant que membre du comité d'audit. La place accrue des nouveaux modèles d'affaires, on parle d'infonuagique, on parle de télétravail. Comment est-ce qu'on le considère dans le plan d'audit? Qu'est-ce qui est fait? Puis est-ce que c'est quelque chose que l'audit interne prend, je dirais, à bras-le-corps ou a tendance à laisser aller la direction parce que justement ne se sent pas nécessairement les compétences pour aller dans ça, alors que c'est peut-être une zone qui peut présenter des risques importants. Et tout ce qui concerne la sécurité de l'information, donc la période de turbulence qu'on a vécue a mis davantage de focus là-dessus. Ça va continuer et l'audit interne doit nous aider avec les leçons du passé à aller de l'avant par rapport à ça. Enfin, en tant qu'auditeur interne et en tant que membre d'un comité d'audit, les intervenants doivent se dire c'est jamais possible de tout prévoir. Il n'y a pas grand monde qui avait prévu une situation comme on a vécu dans la dernière année de cette ampleur-là. On doit demeurer alerte et agile et ça ramène l'importance pour moi que la fonction d'audit interne respecte les normes de la profession. Donc, pour moi, c'est la meilleure police d'assurance par rapport à la qualité de la fonction et ça amène un niveau d'assurance pour moi en tant que comité de membre d'un comité d'audit qui est la base absolument nécessaire pour pouvoir continuer par la suite. En tant que membre du comité d'audit, il faudra continuellement se remettre en question aussi, tant au niveau de l'organisation que de la fonction d'audit interne. Garder un œil sur le présent, un autre sur le futur, puis toujours en se souvenant du passé. Donc, c'est pas des fonctions, puis c'est pas des choses qui sont faciles à faire, mais c'est un peu le défi qui nous est donné. Toujours s'assurer de prioriser les risques, puis notre évaluation des risques, d'où la nécessité de bien les évaluer, bien les voir venir. Et enfin, se parler régulièrement, de s'assurer qu'on a une communication de qualité entre le comité d'audit
le conseil d'administration, la direction et la fonction d'audit interne comme telle. Donc ça, je pense que c'est les grandes clés du succès pour affronter le futur, puis justement de prochaines périodes de turbulence qu'on peut penser comme absolument incontournables. Écoute, Guy, merci infiniment d'avoir partagé tes réflexions avec les gens qui nous écoutent. Je suis certaine que tes propos vont avoir enrichi leurs réflexions pour leur permettre d'amorcer une conversation intéressante et proactive avec leurs auditeurs internes, ou si les gens qui nous écoutent sont auditeurs internes avec les membres de leur comité d'audit. Je propose qu'on laisse simplement le mot de la fin à Chantal. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Guy. Mélanie, c'était extrêmement intéressant de mieux comprendre, d'être capable de mettre les choses en perspective relativement à cette magnifique fonction de l'audit interne. Vous en serez tous les deux convaincus. Alors, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous donne rendez-vous à notre prochain grand dossier du projet La gouvernance en 15 épisodes dans 3 semaines et ça portera sur le développement durable et on aura l'occasion de lire un papier de Olivier Boiral, qui est prof à la faculté d'administration. Merci beaucoup.